Bien, nous allons passer à la deuxième partie de cette matinée avec Jean-Claude Duclos, donc, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ce matin, qui vous a présenté le musée. C'est trop fort? C'est trop violent? Non? Le micro ne marche pas? Si. Ah, mais il faut vraiment le mettre devant la bouche alors. Donc le sujet de notre intervention qui va être illustré par un diaporama qui est conçu par Jean-Claude, qui en a le talent et le secret, et va retracer depuis l'URSS, le congrès de l'URSS en Provence, qui s'est tenu, donc c'était le 25 septembre 1966, comment de l'URSS en Provence jusqu'à aujourd'hui, ce musée illustre, par le parc auquel il appartient, comment ce musée illustre un peu toute l'histoire de la création des parcs et des écomusées, des musées de société. Donc nous sommes en plein dans le sujet. Voilà. Merci Estelle. Nous allons donc poursuivre cette réflexion très, très brillamment exposée hier au travers des réalités passées et actuelles des 4 musées, et non moins brillamment orchestrée par notre amie Sylvie, autour donc du cas du musée de la Camargue. Je tiens effectivement à commencer par dire que c'est vraiment un musée de parc, comme il y en a eu un certain nombre, comme il y en a au moins un peu moins aujourd'hui, je pense, mais dont l'histoire commence dès 1966, donc Estelle le rappelait, à l'occasion de ces journées de l'URSS en Provence, ici, où la DATAR donc, demande à Jean Blanc, dont je reparlerai tout à l'heure un petit peu plus, de réunir un certain nombre de personnalités qui sont à la fois des élus, des hauts fonctionnaires, des artistes, des historiens, des conservateurs de musées. Jacques Manoury, par exemple, dont nous parlions hier, était là présent. Et d'ailleurs, il propose à l'URSS un projet de musée de plein air, pas loin de Chambéry, là, qui n'a jamais vu le jour, mais il paraît assez confiant pour le réaliser à cette époque-là. Mais il y a surtout comme participant Jean-Henri Rivière, bien sûr, qui va jouer un rôle tout à fait important pendant ces journées de l'URSS. Alors, ces journées de l'URSS donc, sont patronnées par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Plan, qui est Raymond Marcellin, et qui, alors que nous sommes en 1966, déclare la protection de la nature et des espaces libres n'est pas seulement affaire de générosité ou d'esthétisme, c'est une question de survie. 66, on disait ça. Propos qui vont être d'ailleurs repris et quelque peu nuancés par les autres organisateurs de ces journées de l'URSS, que sont d'abord le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Edgar Faure, et qui lui dit « Je tiens à affirmer que la politique des parcs naturels régionaux ne se fera pas contre les agriculteurs. » Et enfin, Olivier Guichard, donc le patron de la DATAR, qui lui dit « Les parcs seront culturels ou ne seront pas. » Voilà voilà ce qui est dit à l'URSS. Et on remarque d'ailleurs qu'à l'URSS, alors qu'il s'agit effectivement, s'agissant des parcs naturels, de voir comment on va rendre la nature accessible aux urbains, eh bien on remarque qu'aucun naturaliste n'a été invité. Ce qui est un peu, qui interroge, mais qui peut se comprendre, mais il me faudrait plus de temps pour vous expliquer mon point de vue. Bref, toujours en 1966, aux journées de l'URSS, donc, est déjà proposé un plan du parc naturel régional de Camargue, alors que bien sûr en Camargue, très très peu de gens sont informés de ce projet. Un projet de parc donc, qui est initié, mis au point par le délégué de la DATAR là, qui est missionné pour ça, qui est le commandant Baugé, Henri Baugé, qui est un ancien résistant, compagnon de la Libération, et qui va d'ailleurs mettre à profit en Camargue son réseau pour jeter les bases de ce parc. Et dès 1966, il dit « L'étude de la Camargue est pratiquement achevée sous l'autorité d'un groupe de travail animé par le préfet de région. Elle a conduit à l'élaboration d'un plan d'utilisation des sols, une fondation
constituera l'organisme de gestion et d'animation du parc. Tout cela se décide hein, en liaison avec quelques contacts, je le disais, Marie-Madeleine Fourcade, ancienne résistante très active, compagnon de la Libération elle aussi, gaulliste. Hein. C'est ce réseau en fait qui se met en place au moment de la création du parc, mais qui est très limité. Et puis un des contacts aussi de Baugé, c'est Luc Hoffmann, hein, qui a donc créé à la Tour du Valat une station de recherche ornithologique, hein, mais qui est déjà considéré comme le scientifique de la Camargue. Et ce plan du parc prévoit l'aménagement de 2 musées, un musée d'art et tradition populaire, je reprends les termes de l'époque, hein, et un musée ornithologique. Hein. À l'époque, on ne peut pas encore considérer de pouvoir associer les deux. Hein. C'est d'une part l'histoire, les traditions, et le milieu naturel, l'ornithologie de l'autre. Bref, c'est donc ce plan qui va donc être proposé et qui, contrairement à ce que le Figaro annonce en décembre 1966, ne fait pas l'unanimité du tout. Au contraire, hein, le parc va être créé dans une espèce de défiance assez générale que nous aurons à essayer de combattre avec les moyens que nous avons. Bref, toujours en 1966, Jean-Jarry Rivière, dont je vous disais, qui joue un rôle tout à fait important dans ces journées, va déjà décrire ce qu'est le musée de la Camargue. La Camargue se prêterait à une relation modeste, autant que sensationnelle, empruntée aux plus récentes expériences américaines. Enfin, j'ai su depuis à quoi il faisait allusion. Un petit musée d'écologie naturelle et humaine où apparaîtrait par ordre d'entrée dans le développement du pays liquidation de ces rideaux de fer que les routines muséographiques font tomber entre les disciplines scientifiques. Il y a déjà 3 principes là de base qui sont tout à fait faciles à identifier. L'écologie naturelle et humaine, ce qui a besoin d'être déjà spécifié. La diachronie, le recours à la diachronie, à l'histoire, et l'interdisciplinarité. Hein. Vous reconnaîtrez là déjà des principes de base qui vont être ensuite développés, repris dans le concept d'écomusée. Alors, nous sommes ici donc entre les 2 bras du Rhône et la mer, entre d'une part, à l'ouest, le grand chantier des événements touristiques du Languedoc-Roussillon, avec ici la Grande Motte, et de l'autre côté, la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. Et la DATAR donc décide de conserver, entre les deux, en quelque sorte, une zone à protéger qui sera le futur parc naturel régional de Camargue. Et Jean Blanc, donc, dont je vous parlais, qui donc coordonne les journées de l'URSS, lui se dit, peut-on, pour certains pays homogènes et sensibles, dépasser la promotion immobilière, industrielle et touristique pour conserver, prolonger, faire évoluer en réflexion et en gestion permanente avec les intéressés un cadre de vie en harmonie avec la qualité de vie. C'est sur ces principes-là que vont être donc conçus les futurs parcs naturels régionaux. Et Jean Blanc ajoute, les journées de l'URSS, alors il ajoute juste un petit peu après, tentèrent de déterminer les dimensions, les contraintes et les nuances du problème et permettront le lancement de 2 opérations complémentaires et solidaires, les parcs naturels régionaux, les écomusées. Nous sommes là au tout début et ces 2 concepts sont déjà étroitement liés, associés l'un à l'autre. Et c'est ainsi donc qu'en 1967, un décret interministériel va donc officialiser la création des parcs naturels régionaux d'un texte de loi qui, pour la première fois, intègre cette notion de patrimoine naturel et culturel. C'est à partir de là que le rôle de Georges-Henri Rivière va devenir encore un peu plus important, enfin en tout cas pour nous, dans la mesure où il va être désigné par la conférence permanente des parcs pour, apporter son soutien scientifique aux musées qui doivent se développer dans le contexte des parcs naturels régionaux. Et le premier d'entre eux, c'est le parc naturel régional d'Armorique,
Mais Rivière est habitué à déjà des relations qui datent de longtemps avec la Bretagne, ou avec Jean-Yves Veillère, mais surtout avec Jean-Pierre Gestin, va participer à la création de l'écomusée d'Ouessant, puis à celui des Monts d'Arrée. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, je vais devoir aller assez vite. Ensuite, c'est le cas de Marquez, qui est important parce que Marquez, c'est un point, c'est une évolution du concept tout à fait importante. Hein. Jusqu'alors, Rivière est alors convaincu que ce qu'il faut développer en profitant de la création des parcs naturels régionaux, ce sont les musées de plein air, hein, comme celui de Nancré, dont nous avons eu une présentation hier. À mon avis, c'est le seul hein, qui a été créé un peu comme Rivière l'espérait. Mais à Marquez, où on a aussi ce projet de musée de plein air, il va changer complètement d'avis en se trouvant donc devant le territoire d'une ancienne exploitation landaise, hein, où il va choisir non plus, il va abandonner, disons, le principe du musée de plein air pour essayer de restituer l'exploitation landaise, l'érial, tel qu'il était dans son état de fonctionnement du XIXe siècle, et en profitant aussi d'un musée du temps pour expliquer comment il a évolué ensuite et jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, c'est la Basse-Seine. Alors, à chaque fois, des acteurs nouveaux apparaissent. Hein. Marquez, c'est Jean Tucot-Chalat et François Lalanne. Je ne sais pas si on s'en souvient d'eux, mais dans la Basse-Seine, c'est Alain Joubert, hein, notre ami Alain. Au Mont-Lozère, c'est Gérard Collin, hein, qui, dans le contexte du Parc national, cette fois, va développer un projet tout à fait intéressant. Et puis, bon, Camargue, ben, c'est moi. Mais petit à petit, comme ça, une petite communauté va se constituer, hein, qui d'ailleurs va se retrouver régulièrement aux ATP. C'est là que Rivière fait accepter de Jean Cusenier hein, la possibilité de pouvoir nous réunir, nous recevoir assez régulièrement. Et puis, il y a la Bresse bourguignonne avec Dominique Rivière aussi qui nous rejoint. La Seine-et-Marne avec Henri Wasserman, hein, Fourmi avec Pierre Camusat, puis après ça sera Marc Goujard, mais un peu plus longtemps après. Le Creusot, bien sûr, alors c'est surtout Patrice Noteghem là, qui va être participant de ces réunions. Alors je m'arrête là parce qu'on pourrait continuer ensuite, mais vous voyez là se dessiner un petit groupe de travail qui, autour de Rivière, va donc participer à la définition de l'écomusée hein, que Georges-Henri Rivière veut évolutive, hein, mais que vous connaissez. Je ne vais pas y revenir longuement. Un écomusée, un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent. Bon, en fait, tout ça est très discutable, mais enfin, c'est comme ça que nous en avions l'utopie, en tout cas, et que nous allons essayer de mettre en application. Alors revenons maintenant à la Camargue, au parc de Camargue, qui est mis en place par un chargé de mission du préfet de région, donc, qui est un ingénieur du génie rural des eaux et forêts, Jean-François Lénart. À l'époque, je travaillais avec lui à Marseille, à la direction départementale de l'agriculture. Moi, je m'occupe d'aménagement rural, plus précisément. Et un jour, il me dit, voilà, je viens d'accepter une mission du préfet, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et je lui dis, bien sûr, allons-y, quoi. Et c'est ainsi que nous avons donc essayé de mettre en place le parc, avec beaucoup de liberté. J'avoue que ces années ont été des années très, très heureuses, quoi, hein. D'autant que Lénart était un homme aussi très convivial, qui nous réunissait chez lui à de nombreuses occasions. Vous avez là un repas au cours duquel il avait invité toute l'équipe de la Tour du Valat, hein. Au bout de table se trouve Alan Johnson, le grand spécialiste du flamand rose, justement, ou au premier plan, là, à droite, Heinz Hafner, qui était un grand spécialiste du héron cendré, lui, mais enfin pas seulement, hein. Bref, tout ça s'est mis en place de façon très, très joyeuse et très, très amicale, avec en 72, en fin 72, la reconnaissance de la fondation du parc qui allait gérer le parc. Et en début 73, nous publions donc les actes constitutifs du parc. Mais enfin, vous voyez qu'il a fallu quand même un certain temps pour mettre en place cet organisme, dans des conditions qui étaient, je vous dis, très, très sympathiques, malgré
la défiance des Camarguais à l'égard de l'institution qui se mettait en place. Mais là, Lénart a su multiplier les réunions. Alors, il bénéficiait comme ça de contacts dans chacun des masses où nous partions le soir, avec un carrousel diapo pour expliquer ce que c'était qu'un parc, comment il fallait espérer pouvoir en tirer parti. Et c'est comme ça qu'il s'est petit à petit mis en place. Là, une des questions importantes à laquelle nous avons dû nous affronter, pour nous limiter à ça, est celle de l'accueil des visiteurs. Nous savions alors que par des comptages routiers, la Camargue recevait quelque chose comme 1 million de visiteurs par an, principalement à destination des Sainte-Marie-de-la-Mer, qui sont toujours demeurés le point fixe, disons-le. L'abcès touristique. C'est vrai, dans le projet de parc, elle est appelée l'abcès touristique. Ben oui. Oui, l'abcès de fixation même, j'avais entendu parler d'écrire. Bon, bref, donc nous réfléchissons à ça et nous, bien sûr, rendrons compte que ce qu'il faut, c'est mettre en place un système qui puisse permettre d'organiser un contact entre ce million de visiteurs et les quelques 8000 Camarguais qui font vivre ce territoire. Alors, comment arriver à organiser ce contact ? Eh bien, nous avons donc pensé à trois structures, disons, une située au Sainte-Marie-de-la-Mer, pour là accueillir où les touristes vont, ceux qui justement tiennent à être informés un petit peu des moyens de pénétrer un peu ce milieu qui est quand même d'un accès, il faut le reconnaître, difficile, mais surtout à cette époque-là. Maintenant, ça s'est un peu amélioré. Et puis, une maison du parc, alors elle destinée plus précisément à accueillir les Camarguais eux-mêmes et à leur permettre de trouver là un lieu de discussion, d'échange pour participer à la gestion de ce parc. Et entre les deux, une structure intermédiaire que nous avons appelée le musée Camarguais, qui allait donc raconter un peu l'histoire de ce territoire, mais surtout la part que ses habitants avaient pris à sa constitution et la part qu'ils devaient conserver aujourd'hui dans sa gestion. Voilà donc le dispositif que nous avons mis en place et qui a donc pu commencer à trouver forme avec en 1973 l'acquisition du MAS du Pont de Roussy, où nous nous trouvons aujourd'hui, où là nous avons la possibilité d'acquérir non seulement les bâtiments du MAS, mais aussi toutes les surfaces incultes du MAS, c'est-à-dire l'espace ce qu'on appelle les herbages, enfin les pâturages extensifs et le marais. Les terres agricoles étant rétrocédées à un agriculteur voisin, mais ça nous paraissait tout à fait normal à l'époque qu'un agriculteur continue à exploiter ces terres comme il avait fait par le passé d'ailleurs. Donc il s'agit d'un bâtiment que vous avez peut-être vu, mais que vous pouvez aller voir facilement en cheminant quelques centaines de mètres là. Peut-être 200 mètres, je ne sais pas combien. Et puis une bergerie, donc qui a cet aspect-là quand nous l'acquérons, qui vient à peine d'être libéré de son troupeau, qui est alors désaffecté, mais où tout de suite on se dit ben voilà, si on fait un musée, ça sera là, ça sera dans ce bâtiment-là. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est toute la potentialité de ce lieu, avec à travers le territoire du MAS, ses cultures, ses herbages et son marais, la possibilité de pouvoir, par un sentier, permettre la découverte de tous les paysages constitutifs, dirons-nous, de la Camargue des Masses, notamment, à travers ces trois espaces échelonnés, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sur le profil du boulevé d'un ancien bourrelet alluvial du Rhône. Donc on a là la possibilité de pouvoir exprimer le temps et l'espace, de pouvoir aussi bénéficier d'un bâtiment pour pouvoir se livrer à des actions de recherche, mais aussi de conservation, et de pouvoir mettre en application déjà ce que Rivière commence à préconiser, et qui d'ailleurs il rappelle en faisant l'histoire des écomusées, c'est-à-dire à ce qu'il considère en 1957, tandis qu'il est en train de mettre au point
les présentations du musée de Bretagne avec Jean-Yves Veillard. Deux thèmes vers lesquels doivent tendre les présentations muséales s'imposent alors: le temps et l'espace, autour d'un territoire donné, les rapports de l'homme et de la nature. Il me semble que là, déjà, tout est exprimé, tout est dit. Et en fait, moi qui ne connais absolument rien au musée, enfin, je vous dis, le peu d'expérience que j'avais, c'était dans le domaine de l'aménagement du territoire et l'agriculture. Eh bien, moi, je vais me mettre à mettre en application ce principe avec autant de fidélité que possible. Donc, nous partons sur ce principe donc, de l'aménagement d'un musée et d'un sentier, mais aussi, et ça c'était aussi ce à quoi tenait beaucoup Jean Blanc, à la présence en association à ces musées de parc d'une structure qu'on appelle laboratoire de terrain, où on puisse être en mesure d'accueillir des chercheurs et de pouvoir les faire bénéficier d'un certain nombre de services, une documentation, une bibliothèque, et aussi d'un moyen et aussi un petit hébergement qui était sommaire au départ, qui d'ailleurs est resté et puis a fini par disparaître au cours des temps. Bref, en tout cas, le point de départ était ça, de créer cette structure ici sur le site du Mas du Pont de Roustilly. Et c'est ce que nous allons nous employer à faire pendant 3 ans, de 75 à 78, avec les étapes dont je ne vais pas détailler tout le. Alors, signaler quand même la campagne d'ethnologie de sauvetage. C'est Rivière qui tient à l'appeler ainsi. Je l'alerte contre le fait que de cette Camargue dite traditionnelle, et celle qu'il a toujours en tête, du fait du souvenir très vif qu'il garde de l'exposition, je le rappelais, qu'il avait faite au musée du Trocadéro en 1959, à l'occasion du centenaire de Mireille. Je lui explique que cette Camargue-là, où on allait trop faire des collectes et des objets, elle n'existait plus, quoi. Il n'y avait plus grand-chose à collecter. Il me dit, mais si, tu vas faire du sauvetage. Bon, alors on l'a ainsi appelé. Cette campagne, en fait, s'est avérée extrêmement utile parce qu'en multipliant comme ça les occasions, elle a permis de pouvoir parler du musée partout. Dans les écoles, bien sûr, des différents hameaux, mais aussi dans les clubs taurins, dans les associations syndicales. Et c'est ainsi que petit à petit, l'idée de création de ce musée va être partagée, connue, et sans doute aussi grâce à laquelle on a pu obtenir les objets qu'il nous fallait. Le problème, c'est que ce musée devait être créé comme ça, ex nihilo. C'est-à-dire, un des premiers obstacles que j'ai eu à connaître, on me reprochait, on me disait, mais que vous allez faire un musée, mais avec quoi? Vous n'avez pas de collection. Alors moi, j'avais beau dire que c'est pas forcément avec une collection qu'on faisait un musée, mais vous savez que c'est difficile de convaincre. Et un jour, j'en parle à Rivière, il me dit, mais et tu crois que Mistral avait des collections quand il a décidé de faire le musée dans l'Athènes? Et là, tout de suite, ça m'a tranquillisé beaucoup, ça, de savoir effectivement que Mistral aussi partait de rien du tout, et qu'il a fallu l'activité tout à fait essentielle du docteur Mariton Marignan pour mettre au point cette campagne de collecte exemplaire, surtout à l'époque. Bref, nous faisons tout ça et donc nous développons ce projet de musée dans l'ancienne bergerie du Pont de Roustilly, dont nous décidons tout de suite de conserver l'entrée pour y installer une unité écologique, comme aux ATP, c'est-à-dire reconstituer l'entrée de la bergerie telle qu'elle existait lorsqu'elle était en fonctionnement, pour expliquer justement comment elle vivait, comment le berger qui était là, qui couchait dans... Il y a toujours le lit du berger, je ne sais pas, dans les collections sans doute. Bon, là, il était en place, les sonnailles, enfin tout le matériel, les marques pour marquer le troupeau, enfin tout était là installé avec un petit montage sonore, mais que je crois que tu as conservé. Oui, on peut toujours entendre le montage sonore qui était là. Bref, donc c'est pour ça qu'on situe l'entrée du musée sur le côté,
ici, là, par une ancienne porte de triage, hein, qui mettait en communication en fait la bergerie avec le parc de triage de la bergerie. Donc l'entrée est là. Le circuit commence par... alors c'est un circuit chronologique, hein, avant et depuis l'apparition de l'homme. Il se poursuit par la Camargue à travers les âges. Puis il y a là une partie, alors la diachronie s'arrête pour laisser place à la synchronie. Ça, c'était aussi ce à quoi Rivière tenait, pour donc laisser la place à une longue partie sur la Camargue au temps de Mireille, hein, la Camargue du XIXe siècle, la Camargue en fait avant les changements de la révolution industrielle. Puis ça se poursuivait alors avec bien sûr une référence à Mistral que nous avons pu développer grâce à l'aide de Charles Galtier, qui avait lui-même participé aux collectes de l'exposition Mireille de 1959, hein, et que nous avons beaucoup apprécié le travail et l'amitié. C'était un homme très, très chaleureux, très intéressant. Bref, le circuit se prolongeait donc par l'unité écologique de la bergerie, puis continuait sur la Camargue des temps d'aujourd'hui, et un espace d'exposition temporaire, réduit certes, mais suffisant quand même pour montrer que cette intention y était, de pouvoir renouveler des petites présentations régulièrement. Et nous concevons avec l'architecte un programme qui est un aménagement qui va suivre, comme Rivière le souhaitait, le Modulor, le Corbusier, dans toutes ses dimensions, hein, tout le mobilier, même les distances à maintenir entre les paragraphes des textes, enfin tout est modulé, le Corbusier. Voilà comment donc se présente ce musée, avec ici la première partie, la Camargue avant et depuis l'apparition de l'homme, et dont nous ressentons le besoin de traduire les textes, de présenter les textes à la fois en provençal et en français. Hein. Alors, bon, Estelle pourra dire aussi comment tout ça a évolué, mais à l'époque, on a tenu à ce que tous ces textes soient traduits en provençal et que les notices même des objets soient rédigées en provençal et en français. Et ce, donc, dès la formation géologique du delta, qui commence par d'ailleurs le delta de la Durance, hein, qui va être concurrencé en quelque sorte à l'ouest par le Rhône, qui va repousser le cours de la Durance vers l'est, jusqu'à finalement l'annexer. Mais en fait, l'homme est déjà présent. Hein. En témoignent ces fameux galets aménagés qui montrent qu'il fréquente ces espaces. Hein. Les traces sont peu nombreuses, mais suffisantes pour attester de sa présence. Et puis le Rhône se développe jusqu'à annexer la Durance, qui ne devient plus qu'un de ses affluents, et commencer l'édification du delta. Voilà par quoi commencer cette présentation, qui continuait, bon, alors je ne vais pas entrer dans le détail bien sûr, mais par la présentation du mas, le groupe domestique qui le faisait vivre, et puis ses différentes activités à travers des objets dont vous voyez que la présentation s'inspirait beaucoup aussi de celle des ATP. J'étais très, très heureux de lire en 1985, c'est l'année où Rivière meurt, hein, en 85, et où la revue Terrain va publier quelques articles sur Rivière, dont celui d'Isaac Kiva, qui dit « Au musée camarguais, où l'ethnologie de sauvetage était pratiquée grâce à un réseau de sauvetage, un réseau scolaire volontaire, et qui était surtout le musée d'une libération du culte de l'objet, grâce à la présentation des objets en situation, tout un programme venant du metteur en scène d'objets, placé comme en apesanteur dans les espaces nus, et qui en dit long sur sa capacité à se remettre en question. » Alors il parle de Rivière là, mais alors moi j'étais très heureux parce que j'avais essayé de suivre ce que Rivière disait, mais c'est pas lui bien sûr qui est venu aménager les vitrines. Hein. Mais là j'étais très content de voir que ça avait été compris comme ça. Bref, alors le gardien,
Et là, je rebondis sur ce que Marie-Charlotte Calafa disait hier de ce Gardien, qui était ni plus ni moins qu'une reprise du Gardien du musée des ATP, de la galerie culturelle, mais aussi de celui du musée du Trocadéro, mais qui, cette fois, avait le mérite d'être là, en Camargue même. Et puis le parcours se prolongeait à travers cette muséographie que l'on peut considérer effectivement comme maintenant un peu dépassée, jusqu'à l'unité écologique de la bergerie, dans laquelle donc le berger, l'ancien berger, Constant Belliardeau, racontait un peu sa vie, depuis le moment où le troupeau rentrait, avec tout le bruit des sonnailles, les bêlements, tout ça, jusqu'à son départ en transhumance. Bref. Ce qui était ensuite prolongé donc, par une présentation des activités d'aujourd'hui, avec la place de l'hydraulique, sous la forme d'un modèle lumineux animé qui permettait de montrer un peu le fonctionnement du réseau d'irrigation et d'assainissement, la riziculture et l'exploitation salinière qui était à l'époque plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque le salin de Giraud était le plus grand salin d'Europe, avec une production qui pouvait atteindre 1 million de tonnes de sel par an. Ça occupait une place très importante dans l'économie de la Camargue. Maintenant, c'est un peu plus restreint, mais à l'époque, c'était très important. Et en 1978, nous faisons une première inauguration pour les Camarguais. Je tenais beaucoup à ça. J'avais tenu aussi à éviter d'appeler ce musée écomusée, parce que pour moi, il ne répondait pas du tout à la définition que Rivière en donnait. La population, certes, était appelée à y participer, mais on ne peut pas dire que le musée était conçu par elle, quoi. Donc ça aurait été, à mon avis, trompeur et hypocrite de pouvoir l'appeler écomusée et prétendre répondre à sa définition. Donc on a conservé cette appellation de muséum camarguin, en référence d'ailleurs au Muséum Arlaten. D'ailleurs, on a pensé toujours qu'une parenté devait être maintenue entre ces deux établissements, ne serait-ce d'ailleurs que parce que Mistral avait dit, en déléguant au marquis de Baroncelli le soin de faire en Camargue ce qu'il avait fait dans le cadre du Muséum Arlaten. Bref, nous inaugurons le musée, bien sûr avec Rivière, qui est présent à tous ces événements, et tout se réalise suivant le projet, le musée le temps, l'espace à travers le sentier et ces 3 paysages. Bref, le programme est vraiment tout à fait réalisé. Et je me rends compte d'ailleurs en lisant récemment la thèse de Raymond de la Roche-Amille, je ne sais pas si vous avez lu cette thèse qui s'appelle « La muséologie de Georges-Henri Rivière », qui est une thèse assez volumineuse, mais qui est en ligne, qu'on peut consulter sur Internet. Je me rends compte qu'en fait, on a été vraiment très, très précis, très rigoureux dans l'application très stricte du schéma que Rivière proposait, que de la Roche-Amille reprend ici, avec le musée du temps, le musée de l'espace et l'activité de recherche. Et c'est donc ce musée qu'on va alors cette fois-ci inaugurer officiellement l'année suivante, en 1979, qui sera inauguré par le secrétaire d'État à l'environnement, François Delmas, qui est ici au centre de la photo, et que cette même année, nous recevons le prix européen du musée de l'année. Georges-Henri Rivière m'avait un peu harcelé pour faire un dossier pour concourir à ce musée. Moi, je l'avais fait sans trop y croire, j'avoue. Et puis, voilà qu'on a eu le prix européen du musée de l'année. Ce qui ici n'a eu aucun écho. Personne n'a relevé l'événement, mais qui nous a valu de recevoir le prix de la reine Fabiola de Belgique à Bruxelles, une charmante reine souriante avec un petit bouquet d'iris à la main qui était vraiment adorable. Bref, voilà l'histoire que je voulais ici conclure par une citation de Rivière, celle d'un interview qu'il donne au journal Le Monde en 79. Vous voyez, donc 79, il a été présent, on peut dire, jusqu'à 80, puis à partir de 80, on l'a plus vu beaucoup. Il devient malade et
difficile à véhiculer. Et bon, il mourra, comme je vous l'ai dit, en 1985. Mais dans cette interview du Monde, qui tient d'ailleurs une page entière du journal, il va notamment dire « Il n'y a pas d'écomusée sans un territoire. Il n'y a pas d'écomusée sans une population qui est rattachée. Il n'y a pas d'écomusée s'il n'y a pas une vie associative extrêmement vigoureuse liée à des relations avec les pouvoirs. C'est à la fois un laboratoire, un conservatoire, une école, avec l'idée finale, si l'on peut dire, qu'aucun musée ne doit ressembler à l'autre, même s'il y a certains principes communs. » Et il continue. « Ce n'est pas un endroit où l'on va simplement comme ça, mais un instrument au service des populations d'un territoire donné, qui s'y reconnaissent, qui prennent conscience de leur propre culture et qui peuvent en discuter. Mais je tiens beaucoup à dire aussi que cette irruption des écomusées dans la vie contemporaine, sociale et économique ne veut pas dire pour autant qu'ils doivent s'emparer de l'avenir et décider pour lui. Il a déjà perçu les risques qui sont d'ailleurs déjà à l'œuvre et que François Hubert va dénoncer dans un article aussi demeuré célèbre, enfin je ne sais pas si vous le connaissez, autour des limites justement de la proposition écomuséale. Et il conclut, ce sont des instruments d'étude et de réflexion pour appréhender l'avenir. Et bon, moi je crois que ce qu'il faut conserver de ça, c'est ça, c'est cette piste sur laquelle il nous met, de musées qui sont au service des populations d'un territoire, des instruments d'étude et de réflexion pour appréhender l'avenir. Et je pense que d'ailleurs, avec ces principes-là, ça n'a rien perdu et que ça reste d'une actualité tout à fait vive. Alors, malheureusement, on n'a pas pu continuer beaucoup parce que tout d'un coup, le parc, les responsables du parc, qui entre-temps d'ailleurs ont pris conscience du pouvoir qu'ils pouvaient tirer aussi de leur présence au parc et des moyens qu'ils pouvaient en tirer, ont décidé que l'action culturelle, ça suffisait, qu'on avait assez donné et qu'il fallait maintenant s'occuper des Camarguais, et notamment de l'hydraulique camarguaise, ce qui était tout à fait effectivement vrai, mais qui ont décidé de consacrer l'intégralité du budget d'investissement du parc aux aménagements hydrauliques et de ne plus rien laisser d'autre pour ce qu'on faisait. Ce qui a donc motivé ma démission en 1981, non sans avoir essayé quand même de ménager un peu l'avenir du musée, et avec l'aide d'Émile Leynaud. Je ne sais pas si vous avez connu Émile Leynaud, qui était directeur du parc national des Cévennes, mais qui à l'époque, qui a d'ailleurs été, je pense, l'un des principaux directeurs du parc des Cévennes, avec qui Gérard Collin a fait l'écomusée du Mont-Lozère, entre autres. Mais Émile Leynaud, à ce moment-là, est inspecteur général de l'environnement. Donc il a des moyens de pression assez forts pour obliger le parc à créer un poste de conservateur qui va être donné à Evelyne Duré à l'époque, qui avec beaucoup de courage va se mettre à la tâche et maintenir ce musée en vie. Mais je vais donc maintenant m'arrêter là pour laisser parler Estelle et en laisser le passé de côté pour maintenant aborder le présent et je pense peut-être aussi l'avenir. Oui, bien que tu connaisses bien la suite de l'histoire aussi, mais je te remercie de me laisser la suite à tous les sens du terme. Alors, donc effectivement, je ne suis pas intervenue directement après Jean-Claude, puisqu'il y a eu la période Evelyne Duré, qui a organisé pas mal d'expositions temporaires, mais a conservé l'œuvre telle qu'elle était, donc comme tu le suggérais hier, Daniel, puisqu'il s'agissait d'une œuvre signée Jean-Claude Duclos, et pas Jean-Jean Rivière. Donc voilà, les belles années qui seront celles d'Evelyne, qui partira, je crois, en 89, sont des années où le musée voit s'accroître sa fréquentation, qui est allée jusqu'à 70 000 visiteurs, sachant que ce musée recevait énormément de groupes scolaires qui devaient composer à peu près les 3/4 de sa fréquentation. Donc il va jusqu'aux inondations de 93 et 94 connaître plutôt une période ascensionnelle
Entre-temps, Evelyne a laissé la place à Marie-Hélène Sibylle, qui est arrivée en 89. Evelyne est partie au musée des Alpilles, où elle a continué une belle carrière, certainement du fait des difficultés que les conservateurs ont toujours rencontrées pour exister dans ce parc, et aux faibles moyens qu'on nous donne pour cela. Donc on se lasse quand même assez vite. Donc Evelyne a tenu 8 ans malgré tout. Marie-Hélène est arrivée en 89 et repartie en 2006 au moment où le parc était en pleine crise. Oui, Marie-Hélène Sibylle. Hein. Le parc était alors en pleine crise même existentielle puisqu'il était remis en question, son existence même était remise en question par la fondation qui avait porté la création du parc et qui avait dû laisser la place à d'abord un EPCC, non, c'était pas un EPCC, un établissement, je ne sais plus, c'était un syndic, GIP, voilà, un groupement d'intérêt public qui a été dénoncé et qui ensuite a conduit à la création d'un syndicat mixte en 2003. Voilà, donc tous ces rebondissements ont toujours un effet forcément sur le musée qui paye très cher à chaque fois et qui a fini par payer surtout très très cher les inondations de 93 et 94 qui ont durement affecté, vous avez vu la photographie que nous montrons là, qui montre donc 30 cm d'eau dans le musée pendant plus d'un mois, qui a obligé donc du coup Marie-Hélène à repenser un projet scientifique et culturel pour la rénovation et l'extension du musée, puisque donc ce musée avait un tout petit espace d'exposition temporaire, c'est pas un reproche, hein, mais qui avait été transformé en boutique, puisque là aussi, donc, l'économie oblige, il fallait trouver des revenus pour le musée, et donc on avait sacrifié les expos temporaires à la réalisation d'une boutique. Donc l'idée de Marie-Hélène Sibylle était de miser sur ce revenu-là, bien sûr, puisqu'il est toujours assez important, mais à côté de disposer d'un espace d'expo temporaire par la création d'une extension. Donc ce projet a été validé en 2003. Marie-Hélène Sibylle est partie en 2006. Moi, je suis arrivée en 2008. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de conservateur. Quand je suis arrivée, à l'époque, Anne Matron était conseillère pour les musées à la DRAC. Et toutes les deux, on a un peu réfléchi à ce qu'on allait faire de ce PSC, qu'elle m'a engagée à reprendre. Et donc, nous sommes allés le présenter à Paris, au service du patrimoine, un PSC que j'avais revu, et de façon à m'approprier le projet de Marie-Hélène aussi. Il a été validé donc en 2009 suite à cette présentation. Au départ, il était évalué par Marie-Hélène qui avait fait faire des études par les clés du patrimoine. Il était évalué à 4 millions d'euros. Moi, quand j'ai constaté, en venant du département des Bouches-du-Rhône, quand même, où on était plutôt confortablement soutenu au Musée Arlatin, au Château d'Avignon où j'avais travaillé, j'y avais constaté, là, en prenant mon poste, qu'en fait, il n'y avait pas un copec qui était prévu pour le musée, ni même son fonctionnement, puisque le seul financement, ce que j'expliquais en vous faisant la visite, que le parc peut allouer au musée, ce sont les salaires et les fluides, enfin les frais de structure, ce qu'on appelle aussi. Et donc, il fallait trouver 4 millions d'euros. Moi, comme je ne suis pas en plus hyper douée pour cela, on a revu le projet pour baisser le projet à 2 millions d'euros, ce qui déjà est pas mal, et lancer donc une recherche de financement que j'ai pu trouver grâce à Marseille-Provence 2013, puisque nous étions là en 2010, au moment où Marseille-Provence était désignée comme capitale européenne de la culture en 2013. Et donc j'avais 3 ans, en gros, pour trouver les financements complémentaires à ceux que la région, le département et les collectivités pouvaient donner. Sachant que les collectivités, nous sommes sur la commune d'Arles, et que la commune nous donne grassement 5 000 euros de fonctionnement chaque année pour les actions pédagogiques. Voilà. Donc, et pour le musée, elle n'a pas pu participer à l'investissement. Donc c'était vraiment un gros tour de force que de trouver les 1 million d'euros nécessaires à la bergerie, à la rénovation de la bergerie. Nous y sommes arrivés. Je crois qu'il y avait à peu près 650 000 euros de rénovation du bâtiment, pour que nous puissions adopter la démarche bâtiment durable méditerranéen et être sur un bâtiment qui s'inscrivait dans l'éthique du parc. Et la scénographie, qui, elle, a dû, je crois, coûter à l'époque 350 000 euros, qui est quand même un coût, je trouve, assez bas
par rapport à... Chaque fois, voilà, on a vraiment pressé. Et malgré tout, ça paraissait toujours trop cher aux administrateurs. Donc, en fait, on a fait ça en 2 tranches, le temps de se relever, parce que le problème des parcs, c'est que nous fonctionnons avec une trésorerie que nous avançons comme une association. Et ensuite, il faut aller faire rentrer l'argent avec des rapports d'activité, etc. Donc tout ça prend du temps. Et pour lancer la 2e tranche, il fallait que nous ayons rentré toutes les subventions, touché toutes les subventions de la première, avant de nous attaquer à la seconde, qui était évaluée à peu près à 1 million d'euros et ce qu'elle a coûté à l'arrivée. On n'a jamais dépassé, justement, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à plutôt serrer au maximum les prix et faire saigner les entreprises plutôt que le comité syndical du parc, de façon à ce qu'on ne puisse pas nous le reprocher. Voilà, donc au bout de 2 millions d'euros de travaux en investissement, nous avions donc la bergerie. Donc je pense que je vais rattraper le temps, voilà, et l'extension, donc par laquelle vous êtes rentré. Cette extension permettait, alors Jean-Claude, vous avez parlé de l'entrée par l'ouest, là, de la bergerie, qui en fait ne fonctionnait pas bien quand on n'avait plus, parce qu'au départ, vous aviez fait l'accueil là où il se trouve, mais dans un petit bâtiment qui a été abandonné rapidement parce qu'il était un peu exigu. Donc le parc a reconstruit un autre accueil, mais entre l'accueil et l'entrée, on perdait le public qui ne trouvait pas l'entrée du musée. Donc on a eu une phase intermédiaire où l'entrée était là, là où se trouve le banc incurvé. Et du coup, ça mordait aussi encore plus sur l'espace scénographique. Et ça ne fonctionnait pas mieux. Donc, en fait, l'idée de créer cette extension face au parking, c'était aussi une manière de capter les visiteurs nombreux qui vont sur le sentier, qui est un sentier en accès libre. Et on se rendait compte que beaucoup de visiteurs allaient sur le sentier sans jamais rentrer au musée. Alors que là, maintenant, on les y oblige un peu, avec cette passerelle qui invite à rentrer. Et puis, comme vous avez pu voir, certains m'ont fait la remarque, les visiteurs rentrent pour demander des informations. Et nous faisons aussi un point d'information touristique, puisque c'est aussi le rôle d'un parc d'orienter les visiteurs sur son territoire. Mais ça représente un gros travail pour les personnes qui sont à l'accueil et qui fonctionnent. Quand je suis arrivée, c'était des hôtesses d'accueil. Il y avait 3 hôtesses d'accueil, donc certaines qui restaient seules tout le week-end dans la bergerie, dans un mas isolé. Donc moi, j'ai vraiment voulu renforcer l'équipe. On est arrivé à 5,5 aujourd'hui. Moi, je suis à mi-temps. Et ces 5 personnes remplissent chacune une double mission. Elles sont à l'accueil la moitié de la journée et sur la mission, alors soit sur les collections, l'une d'entre elles, l'autre sur la communication, l'autre sur la pédagogie. Et on arrive à couvrir comme ça l'ensemble des missions d'un musée à 5,5. Pour éviter toujours de trop coûter au parc. Mais c'est vrai que ça a ses limites, parce que ça essouffle. Je pense que la personne qui va me succéder va avoir un temps d'adaptation conséquent pour arriver à comprendre ce mode de fonctionnement et puis surtout arriver à trouver les ressources, puisque à chaque fois, chaque projet, c'est une nouvelle chasse au financement, Voilà, donc nous passons à la question du contenu, comment nous avons... Alors je dis Jean-Claude et moi parce que j'ai eu la chance quand même, comme toi, Jean-Henri Rivière en gros, Toi tu étais le Deus ex machina et moi les petites mains. Et non, mais j'ai eu la chance que Jean-Claude prenne sa retraite en 2012 et juste au moment où j'ai lancé cette rénovation, et comme nous nous connaissions depuis justement le séminaire itinérant des musées d'ethnographie au musée Arlatin, et que Jean-Claude avait la gentillesse de me suivre depuis, je recevais régulièrement des petits messages de Jean-Claude qui me félicitait Donc voilà, on s'est peu à peu attachés l'un à l'autre, et quand Jean-Claude est arrivé en Camargue, je l'ai vite rattrapé. Je dis, j'ai un job. Et on a créé un comité de pilotage scientifique dans lequel était aussi Daniel Jacobi. Il y avait un écologue, Alain Dervieux, Laurence Nicolas, une ethnologue. Il y avait Bernard Pécon, bien sûr, un sociologue, l'espace et le temps en Camargue. Et puis voilà, et nous. Et donc, avec ce comité de pilotage, on a travaillé le contenu, le récit, qui devait rester le plus fidèle possible à ce que le musée avait été,
puisque voilà, c'était quand même... moi, j'avais beaucoup de respect pour cette œuvre, notamment pour la question de l'unité écologique qui était... Donc Marie-Hélène avait prévu de la supprimer. Moi, je l'avais remise, parce que je ne m'imaginais vraiment pas supprimer cette unité écologique, qui était vraiment le tube du musée. Comme tu dis, toujours il faut un tube dans un musée, c'était celui-là. Et c'est Jean-Claude quand même qui m'a poussé pas à l'effacer, mais à bénéficier de cet espace dans lequel on fait quand même pas mal, on s'en sert beaucoup pour des activités pédagogiques, pour recevoir le public. Et donc on a tout repensé très différemment de ce que vous avez vu sur le plan de Jean-Claude, c'est-à-dire que vous avez les thématiques, donc toujours le fil de l'eau, le fil du temps, toujours pour jouer sur les deux temps, espace et temps. Le temps, il est là, c'est tout ce qui est avec ce code couleur ocre-rouge. Le fil de l'eau, c'est cette partie qui représente le présent, en fait. Comment toujours l'eau nous conduit et le fil conducteur de ce qui se passe en Camargue. La partie bleue qui était le delta, la partie dans laquelle vous avez pris le café qui est le mas, et derrière moi la Camargue en image qui est cet espace où on valorise les collections photographiques qui sont vraiment le trésor du musée. En fait, sur à peu près 7000 à 8000 items, on a 5000 plaques de verre photographiques provenant de Karl Nodot et de Gaston Bouzanquet, qui sont des donations faites par les familles, que nous avons pu numériser dès mon arrivée en 2009, grâce au plan. Je suis toujours au fait de tous les plans qui passent pour pouvoir trouver comment financer des actions. Et donc là, c'était le plan national de numérisation du patrimoine, plus un projet européen, FEDER, qui a permis de trouver, de mobiliser 150 000 € pour pouvoir financer la numérisation et puis surtout un salaire d'une personne qui allait travailler à l'indexation, à la mise aux exports Joconde, à la mise en ligne de tout cela. Donc ça a duré 3 ans. Et vous voyez quel usage on fait en plus. Donc dans toutes les éditions, comme dans la Céno, ces images sont des ressources vraiment inépuisables, parce qu'on y trouve, on les fait parler un peu comme on veut. C'est toujours honnêtement, je vous rassure. Et donc, et puis il y avait les collections collectées justement par Jean-Claude à partir de 74. J'ai fait un bond dans le temps. Dès 74, donc pour constituer cette collection. Et donc les collections, on a pris le parti de les mettre sur les côtés pour pouvoir dégager le bâtiment. Parce que la scénographie de Jean-Claude, elle était sur une arête centrale et on circulait tout autour. Et là, on a dit, on va partir dans l'autre sens. On va vraiment dégager le bâtiment, puisque l'intérieur, moi, mon souci était d'évoquer l'espace de la Camargue, qui est immense, l'horizontalité, voilà, et que cette bergerie, qu'on voit cette enveloppe de bois, qui n'a pas été facile à défendre avec la commission de sécurité, puisque tous les pompiers voulaient qu'on mette du placo pour faire un pare-feu. Empêcher, et donc on a dû trouver des mesures compensatoires pour pouvoir garder cet environnement de bois qui était de créer des trappes de désenfumage qui ont percé la toiture, mais c'était ça où on ne pouvait plus voir le plafond de bois. Donc voilà, le parti globalement qu'on a donné à la scénographe, c'était ça, ne pas cloisonner, montrer cet espace, valoriser les collections et faire qu'on puisse circuler un peu librement dans l'espace, c'est-à-dire pouvoir faire dialoguer l'espace hier et aujourd'hui sur des thématiques comme l'élevage hier, l'élevage aujourd'hui, la question de l'eau hier, la question de l'eau aujourd'hui, ou pouvoir descendre le temps, remonter l'eau. Et c'est apparemment ce qui se passe, donc ça fonctionne bien. Le mur du temps, voilà, ça c'est un espace que j'ai imaginé parce que quand je suis arrivée ici, j'ai voulu comprendre comment les choses s'étaient déroulées en Camargue. Parce que je découvrais, sincèrement, moi j'avais comme tout le monde l'image de la Camargue, les chevaux, les taureaux et les gardiens. En ayant travaillé au château d'Avignon, j'avais bien vu qu'il s'était passé autre chose, qu'il y avait eu l'ère industrielle, une histoire fabuleuse dont on ne parlait jamais. Et donc je voulais comprendre comment tout ça s'était passé. Donc je me suis, sur des grandes feuilles, j'avais déroulé cette chronologie, mis les acteurs sur cette chronologie. Et ensuite, en comité scientifique, on s'est dit, mais pourquoi ne pas
va le montrer dans l'espace aussi, dérouler cette histoire sur 2 temps, sur le mur du temps, donc qui s'inscrit dans le fil du temps, qu'on a arrêté au moment où l'inondation revient, puisque l'inondation, c'est le sujet d'hier, d'aujourd'hui, et qui sera celui de demain. Donc on a le fil du temps, s'arrête au moment où, au retour de l'inondation en 93 et 94, on va devoir penser autrement la vie en Camargue, et peut-être imaginer de nouveau l'inondation, son retour. En tout cas, ça va marquer l'arrêt des constructions, de l'autorisation de construire. On va commencer à mettre en place ces plans de prévention du risque et qui vont geler complètement le territoire et aussi réintroduire l'idée de cet aléa de l'inondation et revoir l'idée que nous sommes tout puissants face à la nature. Donc après, on joue plutôt sur comment l'identité qui s'est construite là au fil du temps va être aujourd'hui montrée, diffusée, fêtée, comment le lien social s'active autour de cette identité à travers bien tout ce qui fait l'identité, c'est quoi être camarguais. On a trouvé des définitions, il y avait trois manières d'être camarguais, donc c'est Paul Allard, l'historien, qui dit c'est soit en travaillant en Camargue, en venant travailler et en s'attachant à suite avoir travaillé et participé au développement économique, soit c'est porter le costume en rentrant dans des groupes de maintenance, ou y être né. Et voilà, entre ces 3 possibilités, on pouvait expliquer comment on se sent, comment on fait l'identité de la Camargue et ce sentiment d'appartenance qui va bien au-delà de la Camargue, puisqu'aujourd'hui, on est même embêté, si on peut dire, en Camargue, par des territoires qui se prénomment Camargue sans être camarguais, enfin sans être la Camargue, quoi, hein, puisque là, la Camargue, c'est l'île. Et être camarguais, c'est bien au-delà de la Camargue, c'est se sentir appartenir à la Camargue. Voilà, donc tout ça, c'est un travail sur l'identité qui m'a un peu amené à cette exposition que vous avez vue sur comment l'image s'est construite et comment elle a fait identité. Et voilà, donc sur la partie permanente, on traite de ces sujets généraux, on n'a pas mis en avant. Alors on m'a dit, mais pourquoi pas mettre Baroncelli en avant, c'est lui qui a tout fait. Je dis non, parce que Baroncelli, pour moi, c'est un instant dans l'histoire de la Camargue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a hérité énormément d'images, de perceptions, mais avant Baroncelli, il y a eu toute une histoire. Donc c'est essayer de remettre à niveau un peu tous les sujets de façon à les présenter sans qu'il y ait d'inégalité dans le traitement. Et par contre, par des expositions temporaires, pouvoir traiter des sujets qui sont celui de l'identité et du marketing territorial qui est fait à partir de cette identité. Et prochainement, donc, le Rhône et la mer, comment l'élément eau a généré, est à l'origine de la Camargue, et aujourd'hui au point de devenir le sujet qui va menacer le territoire demain. Et bien sûr, dans la programmation culturelle, essayer de réunir le plus souvent la population, les acteurs du territoire autour de ces sujets, donc par des... Alors, j'ai Jean-Claude, ouais, je continue, hein. Donc là, on voit les plans, les 2 tranches, 2013, 2019, on va faire vite, l'entrée, hop. Les espaces aussi pour travailler, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas de bureau, donc l'équipe du musée était à l'accueil, ils avaient un placard et un seul poste informatique pour tout le monde. Donc mon souci aussi, c'était de donner des espaces de travail, des toilettes, parce qu'il n'y en avait pas, ou elles étaient à l'extérieur. Maintenant, on a même des toilettes sèches et des toilettes à l'intérieur. Voilà, l'architecture et comment, en fait, la liaison s'est faite entre la bergerie et la barge. L'extension, côté sud, une liaison donc, qui va être faite. Alors, Jean-Claude a critiqué les ganivelles, je sais que tu n'aimes pas les ganivelles, mais pour moi, c'était une manière de rappeler, dans cet élément qui est très lisse, qui est métallique et très neuf, la ganivelle, parce qu'il nous fallait faire des ombrières, puisqu'on est côté sud, c'était une manière de rappeler le littoral, cette clôture qu'on voit un peu partout, et de faire une ombrière un peu comme derrière un affût, un agachon. Et voilà donc comme les choses fonctionnent une fois réalisées.
Donc ça, c'était le cahier des charges que nous avons donné à l'architecte, mais ça, nous en avons parlé. Et maintenant, parler de la manière dont on fait vivre ce musée, puisque donc écomusée ou pas, à la limite, on ne se pose même plus la question, c'est un musée qui doit vivre et qui doit rassembler son territoire. Donc on fait, à travers la commission culture et éducation du parc, beaucoup de travail avec les habitants, ce qu'on appelle les habitants, qui sont ceux qui ne sont pas forcément nés, mais qui sont sur le territoire et qui ont leur mot à dire. Donc voilà le territoire du parc, avec une petite partie là, je ne sais pas si vous voyez la flèche, qu'on a gagnée à la dernière révision de charte, qui est sur le plan du bourg, qui est la zone humide entre la Crau et le Rhône, le Grand Rhône. Avec je parlais d'habitants, mais voilà, nous avons 100 000 hectares et 10 000 habitants, ça fait 10 habitants au kilomètre carré. Je dis toujours, le Mali, c'est 14 habitants au kilomètre carré, donc là, on est même en dessous. Et c'est une population qui est très dispersée, qui est très disparate, avec une grande richesse au niveau du vécu et puis surtout de la diversité culturelle. À Salins-les-Giraud, il y a plus de 20 origines au sein de la population et toutes ces origines ont apporté des usages culinaires, ont apporté des histoires qui constituent l'histoire de la Camargue aussi. Donc c'est les missions du parc qui sont rappelées par le musée, qui sont donc valoriser les patrimoines naturels et culturels, avec sans limite entre le naturel et le culturel, faire coexister harmonieusement agriculture et environnement, ce qui n'est pas toujours simple, organiser une gestion concertée de l'eau. Donc tout ça, ce sont les problématiques du parc que nous faisons nôtres aussi, puisqu'on est l'outil pour éviter cette fracture entre le parc et un équipement dont il aurait la charge. Il faut que le musée soit le bras armé du parc et que ça circule. C'est pour ça d'ailleurs que mon bureau est au parc. J'ai jamais voulu avoir mon bureau au musée parce que je me suis dit c'est la fin si je suis au musée tout le temps. Donc je viens tous les jours manger ou faire le point avec l'équipe, mais je reste au parc parce que j'ai mes autres missions qui sont là-bas et je pense que physiquement c'est bien qu'on m'y voit. Et donc le suivi architectural et paysager, ça c'est dans mon service, ça fait partie des missions donc, qui sont associées à l'idée de valoriser le patrimoine et de le conserver. Développer un tourisme durable, je suis très active aussi à ce niveau-là, même si ça n'est pas dans mon service, et porter et accompagner des projets innovants. Et voilà donc comment en fait on agit sur ces axes-là. C'est donc la reconnaissance et la transmission du patrimoine que l'on peut faire à la fois par les collections du musée, mais aussi par les histoires de vie qui sont liées à ce territoire, par la valorisation de l'architecture, dont là vous voyez une bergerie comme il y en a beaucoup en Camargue. L'histoire des Indochinois dont on a beaucoup parlé, voilà, tout ça, ça fait partie de notre histoire des colonies aussi, puisque c'est une histoire héritée de celle de la nation. Les savoir-faire, bien par exemple là j'ai une photo de Cédin. Alors ce Cédin, c'est pas celui-ci, mais c'est celui qui est sur une selle là. Je le raconte parce que ça a été une belle histoire avec Jean-Claude. C'est que quand il est parti du parc, il est parti un peu rapidement, on peut dire. Il y a un manadier qui lui a offert un Cédin et qui lui a dit, le Cédin c'est une corde de crin qui est roulée avec l'outil, la carrelle là que l'on voit accrocher. Et ce manadier est le seul qui ait fait un geste de gentillesse à l'égard de Jean-Claude en lui disant je vous offre ce Cédin, il vous reliera à la Camargue. Et d'ailleurs, voilà, le Cédin l'a relié puisqu'il est toujours resté accroché à sa porte de maison et qu'il a toujours gardé cette maison en Camargue. Et le jour où on a fini la Céno, où on a un peu mis le dernier point d'orgue au musée, Jean-Claude a offert ce Cédin au musée. Et donc, il est accroché toujours. Ce Cédin, c'est vraiment c'est fait avec des crins de jument, c'est vraiment un savoir-faire ancestral qui se perd d'ailleurs et qui est vraiment un objet insigne en Camargue, très symbolique et très fort. Bon, bien sûr, il y a le patrimoine culinaire qui va être hérité de toutes les migrations humaines qui sont passées en Camargue. On fait aussi, vous voyez ici la rénovation de la cabane qu'on a sur le sentier. C'était pour Marseille Provence 2013.
c'est ArcelorMittal qui a financé la toiture. Des fois, on me dit, ouais, mais tu oses aller demander de l'argent. Eh bien oui. Donc, c'est du greenwashing, mais en attendant, ça a permis de rénover la toiture. Et donc, on a fait un atelier avec justement des retraités d'ArcelorMittal qui sont venus nous aider à refaire cette toiture. Et en même temps, on a appris, on a fait des ateliers. À l'époque, le musée était vide et on a fait les manants pour pouvoir fabriquer avec la sagne cette toiture. Donc vraiment de la coupe de la sagne jusqu'à la mise en œuvre de la toiture, on a fait voilà, cet atelier école. Ça, c'est faire vivre. Donc vous voyez les reines d'art, le commissaire-priseur, on a fait des ventes de chocolat, mais des petits objets qu'on a fait réaliser par Louma avec des moules dans lesquels on a petits moules de cabane de gardien, de trident, et on a fait cette vente aux enchères pour sauver une cabane qui se trouve à Salins de Giraud, qui est la sœur de celle du musée Noir-Latin, la dernière cabane de Saligné, qui aujourd'hui est menacée de disparaître. Et donc, on est porteur, enfin, je suis tracteur du projet de rénovation, même si ce n'est pas nous qui allons rénover, mais de pouvoir participer avec la Fondation du patrimoine ou avec des habitants à collecter de l'argent pour pouvoir rénover cette cabane. Donc, c'est une manière de faire vivre le musée, mais aussi de montrer que le musée est acteur sur son territoire et qu'il est aux côtés des habitants dans leurs actions, dans leurs projets. Et donc là, ce sont voilà, des inaugurations, des repas. On dresse souvent la table dans le musée, l'ethnobistrot. On voit les spectacles qui se déroulent justement dans le cadre des ethnobistros. Et à la fois, bien, ces moments de convivialité, des moments forts, font connaître le musée. Et j'ai encore beaucoup d'habitants qui viennent, et qui la semaine dernière, non, c'est l'année dernière, des habitants qui ont été incités par leurs clients qui étaient en gîte, qui leur ont dit il faut aller voir le musée de la Camargue, il est super. Et donc c'est les clients, les touristes qui font venir les habitants à un moment donné. Mais bon, ça fonctionne. Donc ça, c'est un travail sur le Rhône avec Tadashi Kawamata, parce qu'on a fait plusieurs œuvres avec lui au moment de Marseille-Provence 2013. C'était un projet avec les nouveaux commanditaires de la Fondation de France, qui nous a permis d'avoir de l'argent pour construire l'œuvre aussi, et en même temps de mettre en valeur, là on voit un puits, une prise d'eau qui prend un puits à crémaillère très ancien, 16e siècle, voilà, qui amène l'eau dans des canaux qui existent toujours. Là c'est le Montlon. Ici c'est un sentier de découverte qu'on a fait dans Salins de Giraud, pour valoriser la ville, après une table de lecture de paysages qu'on inaugure là. Le patrimoine de demain, donc le travail avec Tadashi Kawamata, pour montrer que voilà, le patrimoine de demain, ça se construit aujourd'hui, collecter toujours enrichir les collections du musée, faire des visites. Et voilà, les dernières, donc là, il y avait la moustique aussi, on a fait tout un travail sur la moustique avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, où on a encore une partie, voilà. Donc voilà, je crois que on va passer aux questions. Merci. Merci à toi. Alors moi j'ai une question qui s'adresse à tous les deux, qui nous relie à une question qu'on a, enfin je pense moi qui me taraudait dans le comité de pilotage, et je pense qu'on n'a pas encore suffisamment approfondi, c'est la question de la temporalité des expositions, que ce soit dans le projet initial ou dans le projet de 2013. Comment vous avez imaginé faire une exposition pour combien de temps ? Et comment vous avez pensé ou pas, est-ce qu'on peut parler d'une utopie, enfin en tout cas cette question de l'évolutivité de l'exposition. Bon, on n'a pas 2 heures, mais c'est une question importante. Rapidement, nous avons justement pensé effectivement à ce que des transformations puissent avoir lieu dès le début. Mais Rivière nous y incitait à ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas créé de cloison dans ce musée. L'espace est resté libre, occupé certes par des vitrines qui dessinaient un itinéraire et qui faisaient qu'il y avait des recoins, mais tout ça était mobile, il n'était pas inscrit dans l'architecture du bâtiment.
Donc c'était prévu effectivement. Mais je dois dire que quand nous avons fait cette présentation, non, est-ce qu'on s'est dit elle va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? À l'époque, on n'y pensait pas trop à ça, j'avoue. Hein. Je serais malhonnête en disant que c'est le cas, non. On n'y pensait pas trop, on savait qu'il y aurait des améliorations à faire. On en a fait d'ailleurs au cours des quelques temps que j'ai passé ici. Il y a eu des vitrines qui ont été modifiées, changées, mais renouveler entièrement la présentation, non. Mais alors depuis, j'ai appris effectivement que c'était une nécessité absolue. Bon, ça n'empêche pas que des expositions continuent de durer de plus en plus longtemps. Hein, il y en a une au musée dauphinois, on en parlait avec Olivier, qui va durer près de 25 ans maintenant, c'est ça, hein, Olivier? Oui, c'est ça. Il faut absolument renouveler, c'est indispensable. Mais c'est pas toujours facile, ça. Alors, pour la question du contemporain, comme vous savez, donc, on a très peu de moyens. Donc, on a pensé ne pas renouveler tout d'un coup, mais faire par tranche, enfin par morceaux, si on peut dire. Donc, on a déjà les évolutions depuis 2013, c'est l'arrivée régulière d'œuvres d'art populaire contemporain qu'on va acquérir au fur et à mesure des expositions temporaires. Les expositions temporaires, elles se présentaient avant l'extension là, dans la Camargue en images, et donc on injecte aussi du temporaire dans la partie, voilà, la moustique, c'est du temporaire. On va bientôt la supprimer pour faire... c'est une partie dans laquelle on met en exergue des sujets. D'ailleurs, avec Marie-Charlotte Calafat, on pensait faire voyager les collections du MUSEM aussi, dans cette partie-là. Voilà. Donc, on essaye de faire qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau au musée pour faire revenir le public local. Donc, les nouveautés, c'est maintenant... pour l'art populaire contemporain, on n'a plus d'espace, donc on arrête. Par contre, l'exposition des rencontres de la photo se déroule toujours dans cette partie-là, qui est complètement démontée et réaménagée pour les rencontres. Donc ça oblige les visiteurs des rencontres aussi à venir, c'est un peu le subterfuge. L'exposition temporaire que vous avez vue, elle a 2 ans, elle va être changée là en octobre cette année. Et prochainement, il y a toute la partie Delta, là où vous avez vu la grande dalle avec un écran qui a cramé. Cette partie-là, on va la reprendre bien avec ce qu'on a vu à Bordeaux. J'ai eu vraiment l'inspiration à ce moment-là. Il faut qu'on refasse cette partie. Donc il y a des maquettes anciennes qui montrent l'évolution géologique du delta, que Jean-Claude regrette de ne plus voir dans le musée, mais on va peut-être pouvoir les réinjecter là. C'est montré sur des grands panneaux de bois, comme on a vu à Bordeaux, là, ces grandes plages courbes, faire des projections. Ce contenu de la dalle, c'est le revoir et le mettre en ligne sur Internet, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à l'intérieur, mais les gens n'ont pas le temps de regarder tout ça, alors que depuis chez eux, ce serait beaucoup plus confortable. Et là, on va plutôt faire quelque chose de spectaculaire, avec des projections, on va y placer aussi bien les trois vues du delta là, en céramique que vous avez vues dans la partie temporaire. Donc c'est vraiment le sujet, c'est le delta, sa formation géologique et les paysages que cette géologie a créé, a modelé. Voilà. Donc cette partie-là, elle va changer bientôt. Et donc, comme aussi on a ce principe d'ambassadeur du territoire, avec les habitants qui ont une carte qui leur permet, chaque fois qu'ils passent, on leur propose cette carte qui leur permet de revenir régulièrement, de faire savoir qu'il y a du nouveau au musée, voilà, pour pas rester sur ce que le musée était devenu malheureusement dans les années 90, c'était le musée arrêté. Sur le musée de Jean-Claude et on sait voilà, à quel point ça peut être pénalisant pour des habitants. Donc cette idée du mouvement continu dans le musée, on la maintient autant que possible et en faisant venir par la programmation ou par ce principe des ambassadeurs du parc, qui sont aussi les ambassadeurs du musée. On a tous les parcs en France ont le principe des marqués valeurs parc, qui sont des hébergeurs, des artisans, des producteurs qui ont la marque Valeur Parc. Et nous sommes le musée animateur de la marque Valeur Parc. Du coup, ils reviennent régulièrement pour des réunions, on en fait presque une par mois.
Et eux sont vraiment les premiers ambassadeurs, parce qu'ils jouent le jeu du parc, ils ont bien pris l'éthique du parc, et ils sont vendeurs vraiment du musée auprès de leurs clients, quoi. Donc voilà, pour moi après, il y a certainement des parties qui vont devoir être revues parce qu'elles se dégradent, parce qu'on voit, on a le médium là, qui travaille énormément, du coup ça crée des fissures, et bon ça, c'est des choses qu'on ne peut pas... Du moins, on ne peut pas réparer là, parce que ça signifierait qu'on reprenne complètement la simèse, et de toute façon, le médium voilà, bougera toujours. Donc c'est ce vieillissement, à un moment donné, il va nous obliger à refaire. Forcément, mais on verra quand on y sera. Olivier Cogne, musée dauphinois, merci à Estelle et à Jean-Claude pour leur présentation. Moi, je voulais soumettre à nos intervenants une petite réflexion qui est celle d'un risque, me semble-t-il, d'une muséification de nos espaces muséographiques, de nos musées. J'entends depuis hier, et c'est pas la première fois que j'entends ça du reste, et ça ne veut pas dire que je ne partage pas ce point de vue, l'idée d'une patrimonialisation de nos espaces muséographiques. J'entends parler d'œuvres muséographiques, donc ça m'interroge beaucoup, par rapport à des espaces, par rapport à des musées dont j'ai toujours entendu aussi qu'il fallait les faire évoluer et qu'ils restent en prise avec leur époque, donc ça me paraît difficilement compatible, tout ça, c'est pas évident. Et il y a un héritage qui parfois est important, mais aussi lourd à porter. Et comment on compose pour créer des muséographies contemporaines. Alors je dis ça aussi devant celui qui m'a appris la muséographie, hein, Jean-Claude Duclos, donc c'est pas évident. Et je sais un peu le point de vue de Jean-Claude, j'aimerais bien l'entendre là-dessus, et toi aussi Estelle, hein, avec cette exposition Jean de Lab qu'on est en train de rénover. Je sais qu'il y a plein de collègues qui sont en train de repenser leurs espaces d'exposition, que nous appelons encore de longue durée, au musée dauphinois, parce qu'on est attaché à ce terme. On s'interdit le vocabulaire d'espace permanent, même si parfois on fait des entorses, mais on est attaché à cette expression. Et Jean-Claude, tout à l'heure, nous évoquions un autre exemple de musée que vous avez créé, ou recréé, mais créé, j'ai envie de dire, qui est le musée de la Résistance à Grenoble, pour lequel, me semble-t-il, vous avez réussi à vous affranchir de ce qui existait auparavant, tout au moins par la scénographie, avec une scénographie éminemment contemporaine et qui fonctionne encore relativement bien aujourd'hui, presque 30 ans après. Bon, je laisse parler Jean-Claude d'abord. Non, mais je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'en 1979, l'année où Rivière donne cette interview au Monde, il est invité à Grenoble, au musée dauphinois, par Jean-Pierre Laurent, qui était le conservateur à l'époque. Et Jean-Pierre Laurent l'invite pour une journée complète. D'ailleurs, on sent qu'à la fin, Rivière est un peu fatigué. Mais il conclut cette journée en répétant 3 fois. Il dit « Et ça changera, ça changera, ça changera ». Par rapport à tout ce qu'il préconise. Et moi, j'avoue que je suis vraiment complètement... Je trouve qu'il faut que ça change, quoi. Qu'une exposition, ça vieillit assez vite, pour différentes raisons. D'abord parce que une exposition, ça n'est ni plus ni moins qu'une interprétation d'une réalité qui vaut pour le moment où on l'a dit, mais qui se modifie, qui doit être actualisée assez vite. Ensuite, ça vieillit parce que les moyens qu'on met à profit dans l'esprographie évoluent beaucoup et il faut rester adapté à ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc il y a une nécessité là aussi. Et puis il y a les sujets aussi qui varient, les questionnements qui varient et auxquels nous devons rester nous-mêmes très, très attentifs pour pouvoir justement y répondre. Donc pour toutes ces raisons-là, moi j'avoue que je ne suis pas du tout partisan d'une patrimonialisation des exprographies. Peut-être qu'il faut en conserver des traces, ne serait-ce qu'à travers la photo ou la vidéo, mais pas davantage. Non, il faut que ça change, comme le disait déjà Rivière. Je pense qu'il faut que ça change à son rythme aussi.
parce qu'à un moment donné, voilà, il y a une actualité qui va nous obliger à changer. Il y a un dégât des eaux, je ne sais pas qui va... On change. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas qu'on... Pour ma part, moi, je pense qu'il faut qu'on assume. Il ne faut pas se muséifier. Comme tu dis, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus, effectivement. Par contre, il faut qu'on assume notre nature. Nous sommes des musées. Donc, il y a une partie de muséification, mais sans aller... voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ici, franchement, je ne nous sens pas encore muséifiés. Il y a ici, on peut parler de la muséification de quelques vitrines qui évoquent le passé du musée. Mais sinon, le fait qu'on soit en action permanente dans le musée, qu'il se passe plein de choses, des repas, en fait, c'est plus un lieu d'interprétation ou de vie et qui est dans un musée, quelque part. Voilà, on met de la vie dans un musée, mais c'est pas, je sens pas qu'on est encore muséifié. Ça viendra peut-être. Hein, ouais. Il y a un risque, c'est clair. Et ce risque, à mon avis, il faut en avoir conscience, mais ne pas, à tout prix, lutter contre la musification. Il y a une part qu'on doit assumer. Tu penses pas? Non. Un musée, ça reste un musée. Alors c'est vrai que quelquefois, j'ai des collègues de l'UMA, par exemple, qui aiment beaucoup le lieu et tout, qui me disent mais c'est pas un musée, il faut pas que tu l'appelles musée parce que ça te nuit d'appeler musée. Et tu vois, mais voilà, la question se pose. Nous sommes des musées. Qu'est-ce qu'on fait de nos collections si on nie cette identité? Le musée du musée dont tu parles aussi. Oui, ouais. Le musée du musée, à mon avis, ça aussi, c'est limite parce que c'est quelque part, c'est par prudence qu'on va faire le musée du musée. On a un musée, on hérite d'un musée, on va refaire le musée, voilà. Et c'est un peu le clin d'œil qu'on a fait à Jean-Henri Rivière, Jean-Claude et moi, où c'est ce qu'on a en commun. Jean-Henri Rivière, Jean-Claude Duclos et moi, c'est dans ces vitrines, voilà. Après. Le reste, j'espère que dès que je serai partie, il y aura quelqu'un qui va refaire les choses différemment, quoi. Hein. Il ne faudra pas le garder comme ça, quoi. Ça, c'est... Voilà. Oui. Non, mais c'est en général, je sais. Oui. Mais je suis pareil. Je suis comme toi, moi, un peu partagée sur l'idée de musée, de muséification du musée, quoi. Mais... Bon, voilà. Jean-Luc Maillard, écomusée de la Bintinais à Rennes. On sait qu'on est, je pense que tout le monde ici sait qu'on est sur un territoire d'exception, tant d'un point de vue ethnographique, on le voit partout et depuis hier, aussi d'un point de vue milieu naturel. On est dans un milieu naturel, un très grand espace naturel d'exception au niveau européen. Et ce n'est pas une critique, mais il y a peu de place accordée à la biodiversité, ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité naturelle, et qui prend une dimension exceptionnelle par son érosion aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix délibéré pour la muséographie, ou est-ce que c'est une logique de parc, où très souvent on sait qu'il peut y avoir une maison de l'oiseau, une maison de la nature ou autre, mais tout compte fait, on arrive à un clivage qui n'est pas très conforme à notre, pas déontologie, mais à notre manière de penser territoire, nature, homme, nature-culture. Et voilà, l'un n'empêchant pas l'autre, et on peut penser aussi que des gens qui vont voir une maison de l'oiseau, je ne sais pas si ça existe à la réserve naturelle nationale, ne va pas obligatoirement venir ici, et l'inverse. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, et est-ce qu'on n'est pas prisonnier un petit peu dans des logiques de parc aussi et de centre d'interprétation? Alors, ça je l'assume totalement, parce que ne serait-ce que déjà dans le parc, dans notre équipe, ou dans le conseil scientifique du parc, il y a une majorité de naturalistes qui ont pris le pas et la parole sur un territoire en fait, dont l'homme serait presque devenu le nuisible. Donc j'ai voulu, et ça on l'assume totalement, rappeler la place de l'homme sur ce territoire et le rapport homme-nature. C'est d'abord un musée de l'homme et de l'homme dans son environnement. Après, le parc a aussi un espace, un autre site qui est à la Palissade et qui est la maison du parc, où là, on parle du naturel, ou du moins de la manière dont
comment on conçoit le naturel et la renaturation des espaces en Camargue, où là on est plus sur la biodiversité. Donc les deux équipements sont complémentaires. Le musée aussi joue un rôle d'animateur dans un réseau qui est celui d'autres équipements culturels, la Maison du Riz, Pont de Gau, la réserve ornithologique, la Capelière, la Capelière Méjeanne. Et donc ce qu'on apporte ici, c'est le complément qui n'est pas montré dans ces autres espaces et qui rétablit la place de l'homme sur ce territoire. Voilà, parce que justement, on est dans un territoire d'exception, mais si cette exception existe et si elle est reconnue, c'est parce qu'il y a eu des humains pour y participer, sans trop donner. L'importance, c'est Bernard Picon qui dit en Camargue, rien n'est totalement naturel et rien n'est totalement artificiel. Il y a une... Est-ce qu'on ne fait pas un peu un clivage arbitraire entre nature et culture, autrement dit entre muséum et musée de société, alors qu'il y a la place pour une hybridation et que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire beaucoup de muséums se refusent à parler d'ethnographie alors qu'ils parlent d'un estuaire, ils ne vont pas parler de la pêche parce que c'est une activité humaine. Et voilà, c'est une question professionnelle et comme j'incarne un peu un musée hybride, voilà, ça m'intéresse de travailler cette hybridation et de savoir ce que les autres en pensent. Eh bien, en fait, l'hybridation ici, elle existe aussi, puisqu'on a le sentier de découverte qui, lui, et voilà, c'est... Quand on a compris le rôle de l'homme dans cet espace, on peut aller voir cet espace sur lequel il y a de la nature, avec des oiseaux, il y a un marais, avec des observatoires sur le marais. Voilà. Simplement, c'est le complément nécessaire pour comprendre comment fonctionne la Camargue, et justement pour sortir un peu de cette idée de Camargue sauvage. En fait, il y a rien de sauvage en Camargue. Même les espaces qu'on dit naturels ou qu'on renature, c'est de la gestion. Donc, ça n'est plus du naturel et du sauvage. Et donc, c'est cette question-là qui est pour aussi, décomplexer le rôle de l'homme dans les espaces naturels. Et ce que doivent faire les parcs. C'est le rôle, les parcs ont été créés pour ça. Parce que ce sont, même si on a appelé ça des parcs naturels, ce sont le mot naturel est un peu... c'est le parc des naturels. Les naturels, ce sont les humains aussi sur leur territoire. Je vais juste revenir sur l'idée qu'un musée vieillit et que donc il faut obligatoirement le changer. Il y a 2 musées qu'on peut encore voir aujourd'hui et qui ne vieillissent pas. Le premier, je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est la Galerie de l'Évolution, dont le décor a été fait par René Alliot. C'est-à-dire quelqu'un qui vient du cinéma, pas du théâtre. Il y a un autre petit musée, pas très loin d'ici, et très peu connu, qui est le musée de la Résistance de Fontaine-de-Vaucluse. C'est un musée qui est déjà ancien, mais qui a été conçu par un décorateur de cinéma. Quand on entre dans ce musée... Quoi un scénographe de très grand talent. Ah ben absolument. Quand on rentre dans son musée, on est bouleversé, parce qu'il n'a pas une ride. C'est une scénographie d'une actualité incroyable. Donc, ce que je veux dire, moi, quand j'ai entendu parler d'Odessa, qui va être détruit, j'ai regardé le Cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Si on me dit que c'est un vieux film et qu'il faut le changer, c'est impossible, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, ce que je veux dire à propos des musées, c'est que cette question se pose. C'est-à-dire qu'il y a des réussites muséographiques qui ne vieillissent pas, parce qu'il y a une espèce de point d'équilibre qui a été obtenu et qui font que, je ne sais pas, il faut changer, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces chefs-d'œuvre ? Bon, après, le fait qu'il faut créer de la nouveauté, quelque chose qui est permanent, je n'ai pas pu le faire hier, mais j'ai fait une liste, un inventaire de toutes les possibilités qu'on a de créer du temporaire dans le permanent. Elles sont très grandes. Et ça vaudrait peut-être le coup, à un moment donné, d'en reparler. On va peut-être s'arrêter là. Merci. Merci.